Écoutez, je crois que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où le monde s'éprouve sous un voile qu'il importe, à mon sens, de lever pour faire apparaître la légèreté avec laquelle l'humain s'en remet à quelques mots, peut-être un peu trop faciles, comme par exemple le mot croissance. Quand l'utopie d'une croissance sans fin, vous pouvez l'écrire avec un S ou sans S, cherche par tous les moyens à nier le monde réel où intervient la question de la limite. Car l'éthique de la limite a laissé place à une culture du risque, compliquant l'exercice de notre vertu. Vertu dont la définition supposerait, à minima, de connaître et peut-être surtout de reconnaître la nature de nos désordres, la nature des désordres qui nous affectent. Ce monde sans limite s'abîme, à mon sens, dans une contradiction majeure qui ne semble troubler à peu près personne. C'est qu'on ne peut déployer un projet de croissance infini à l'intérieur d'un monde fini aux ressources limitées. Cette illimitation se traduit aussi dans l'économie psychique par l'idée que nous serions tenus de tout faire pour obtenir un maximum de gains et de jouissance. Eh bien, cette culture de la démesure, qui est un autre terme pour désigner l'illimité, favorise l'idée ou la conviction que nous aurions tous les droits. J'ai par exemple entendu à la télévision l'autre soir que des personnes se sont pris pour leur jouissance privée la liberté d'arrêter un TGV pour satisfaire leur seule envie de tourner un clip vidéo au détriment de la sécurité des usagers et de leur droit d'arriver en temps et en heure. Ainsi aurions-nous aussi tous les droits vis-à-vis des générations futures, comme par exemple pour ce qui concerne les conséquences nucléaires, ces accidents, ces fuites, ces déchets. Pour reprendre le concept de jouissance, du moins au sens où l'entend la psychanalyse, bien ce concept suppose que l'autre, comme semblable, n'a plus d'existence, qu'il est en quelque sorte exclu, évacué, qu'il ne compte plus. Alors c'est une question délicate à aborder aujourd'hui que ce fantasme de toute puissance, car la revendication visant à l'abandon de toute limite qui caractérise l'univers néolibéral est telle que lorsqu'on la remet en cause, on se fait assez facilement taxer de réactionnaire. Alors il n'y a qu'à prendre une revendication à la mode, comme par exemple le droit de changer de sexe. Ce n'est pas parce que je me ferai couper le pénis ou parce que je prendrai des hormones féminines que je deviendrai pour autant une femme. Selon le cas, nous sommes nés hommes ou femmes, mais nous ne pourrons jamais changer ou échanger nos chromosomes. Nous pourrions au mieux obtenir un changement d'apparence. Or, aujourd'hui, évoquer cette donnée réelle, cette butée, pourrait-on dire, dans le réel, qui à l'heure actuelle ne peut pas même faire l'objet d'une transgression, eh bien suffit pour se faire taxer de réactionnaire. Alors c'est peut-être là où le discours néolibéral
réussit le tour de force de se présenter comme un discours de liberté. Alors qu'il veut la soumission et stipule qu'il faut, c'est là où il nous commande, en disant qu'il faut étendre sans cesse le domaine de ce à quoi nous avons droit, à ce sur quoi nous n'avons en réalité aucun pouvoir. Mais continuer à jouir, tel est le mot d'ordre. D'ailleurs, il y a de plus en plus de patients qui viennent non plus pour soumettre un malaise ou une difficulté, ils viennent en analyse pour exprimer un souhait ou pour exprimer une question qui est la suivante: comment jouir davantage? Alors, l'autosatisfaction de notre civilisation scientifique, technique et marchande, que j'épingle de son acronyme STM, s'exprime dans son ethnocentrisme et nous porte à croire que cette civilisation ne disparaîtra qu'après avoir épuisé les dernières ressources que la terre-mère met à notre disposition, avant d'être considérée réellement, les Allemands diraient betrachtungsweise, sous l'aspect de sa démesure, qui draine son inéluctable déclin. Le discours de la science, qui est doublement déterminé, à la fois par la logique rationnelle, certes, mais aussi par des fantasmes inconscients, est animé par le désir de pulvériser les limites dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse des mathématiques, de la physique nucléaire ou des sciences de la nature. Eh bien, à ce titre, le discours STM n'est au fond rien d'autre que la mise en acte d'une mythologie déposée dans des formes de pensée à laquelle cette mythologie s'abreuve en respectant des règles formelles dont nous avons oublié l'origine. Alors je dis par exemple que un dicton tel que « on n'arrête pas le progrès » est la donnée non négociable issue de ce mythe générant une nouvelle forme de servitude que j'appelle précisément servitude formelle, et dans laquelle nous sommes à la fois victimes et complices. Pourquoi? Parce que l'idéologie du progrès fonctionne comme un chèque en blanc de toute réalisation future qui échappe au fond autant à l'approbation qu'au rejet. C'est la subpolitique des laboratoires qui assume réellement la direction de la société sans être responsable de ce qu'elle découvre ni de ce qu'elle déclenche, et où la politique, néanmoins, continue à être responsable de ce que, depuis longtemps, elle ne contrôle plus. Alors, ce qui fait symptôme, et symptôme social aujourd'hui, c'est qu'un travail critique, un questionnement, ne serait plus indispensable pour obtenir une transformation de nos modèles, ce qui implique de reconsidérer les systèmes de pensée qui nous sont devenus familiers, pour mieux les analyser et les réinterroger dans leur soi-disant évidence. Il y a peut-être un petit problème de grésillement.
oui. Ouais, si l'homme doit sa dénomination d'être parlant, il s'est aussi constitué à partir de pratiques réelles dont il est responsable et qui participent à la formation de sa subjectivité, moyennant des composantes psychopathologiques à caractère individuel ou social, comme cette idée que le progrès est bon en soi, quel qu'en soit l'usage. Alors certains, comme la Boétie, dès le XVIe siècle, en sont arrivés à se poser la question suivante. Comment pouvons-nous désirer être des esclaves? Mais, au-delà de la servitude volontaire, la servitude formelle est ce phénomène qui exige notre soumission à un mode d'élaboration auquel la science ne saurait se soustraire. Cette servitude est assujettie à ce qui, dès l'origine, l'a causée, n'exigeant au fond rien d'autre que notre soumission à la forme qu'il institue, c'est-à-dire à l'idée qu'on n'arrête pas le progrès, qui n'est pas, à mon sens, un gage de liberté, comme la racine du mot libéralisme pourrait le laisser supposer, mais comme la donnée non négociable de notre servitude. Le discours de la science relève, pour le dire vite, d'un double héritage, d'abord pythagoricien, puis cartésien, dont la prétention est d'exploiter et de révéler la vérité du monde à partir des règles de production de cette vérité. On pourrait rajouter supposer. Il faut dire aussi que les modes d'assujettissement ont évolué. Le mode d'assujettissement à la maîtrise de soi, stoïcienne par exemple, a cédé la place à d'autres modes d'assujettissement qui désormais n'engagent plus l'activité personnelle qu'en conformité avec des prescriptions formelles en rapport avec un degré de scientificité ou de technicité souhaité par les élites, ou du moins ceux à qui l'on accorde ce crédit. Depuis que le progrès, avec un grand P, est considéré comme une page blanche promue au rang de programme politique, la question de savoir si nous sommes maîtres ou esclaves de notre désir perd un peu de son tranchant, puisque le discours de la science comporte fort peu de desseins conscients, car ce discours possède sa cause en soi, sans visée éthique. Si l'on considère l'éthique comme la forme réfléchie que peut prendre la liberté d'agir, sous l'interdit intime de ce qu'on ne peut faire en aucun cas. Ce qui n'a pas, cependant, empêché les scientifiques d'affirmer haut et fort que les radionucléides se dissoudraient dans l'eau, c'était dans les années 70, à l'époque où l'on déversait les fûts de déchets radioactifs à haute activité dans les mers et dans les océans, qui sont devenus de vraies poubelles nucléaires, et tout à fait invisibles pour l'œil du commun. Ou alors que l'Union européenne accepte actuellement que le gaz de méthane, dont on sait désormais qu'il est 25 fois plus toxique que le CO2, continue néanmoins
asservir les intérêts de l'agro-industrie. Le souci de soi, qui est un thème cher à Michel Foucault, qui désigne le fait de travailler sur quelque chose, d'être concerné par quelque chose, sur le mode d'une éthique du bien commun, a disparu, du moins dans le monde des élites et des experts, soumis à l'univers capitalistique. Le seul niveau de préoccupation des gouvernants et des lobbies qui les soutiennent se réduisant au souci de leur prochaine réélection et au profit à court terme que peut rapporter quelque activité que ce soit. Et quelles qu'en soient les conséquences, pourvu qu'elle rapporte de l'argent, et si possible rapidement. Bien, ce faisant, le souci porté aux autres a également disparu, sauf, bien sûr, sur le mode utilitariste et cynique consistant à exploiter la main-d'œuvre aux coûts les plus bas. Bien, les conditions de possibilité même d'effectuer un travail sur nous-mêmes ont d'ailleurs disparu, sous une constante anthropologique majeure que j'appelle servitude formelle. Suite à l'imbrication progressive d'une série de contingences historiques complexes. Eh bien, cette forme à laquelle nous sommes inféodés et qui n'a que faire de nos espoirs, ne nous donne plus tout à fait les satisfactions globales que nous espérions, jetant ainsi une ombre sur nos modèles. Cette forme dont je parle est constituée de toutes les disciplines dominantes, mathématiques, physique, économie, donc de tous les langages qui, à ce jour, nous ont conduits là où nous sommes. L'asservissement à cette forme étant renforcé par le déni des élites qui refusent la perception d'une réalité, qu'illustre par exemple le concept pathétique de croissance négative. Car la science, la technologie et l'économie continuent à faire comme si elles ne faisaient pas ce qu'elles font réellement, en perturbant la vie des gens, tout en faisant croire qu'elles l'améliorent. Mais tout indique que nous continuerons probablement de plus en plus à vivre sur un modèle où ce qui est annoncé comme très fiable porte en soi l'imprévision maximale. Eh bien, cette servitude à caractère formel, qu'il convient d'entendre comme un principe d'action méthodologique qui spécifie un objet de pensée et qui sous-tend les technologies du pouvoir, nous enjoignant tour à tour de produire, de consommer et même de tuer à l'occasion, lorsque la raison d'État l'exige. Alors, ce que Lacan appelle le discours du capitaliste est ce que j'appelle le discours STM, qui le détaille, fait partie des illusions qui subvertissent le désir d'humanité. Mais au fond, de quelle humanité parlons-nous ? Il n'y a pas d'humanité, écrivait même Blanchot. Il n'y a que des mythes, disait-il, des monstres et des fascinations, car l'éthique du bien commun
a quitté le néolibéralisme et ne fait plus partie des préoccupations politiques contemporaines, ce qui d'ailleurs ne semble effectivement plus choquer grand monde. En tout cas, ni les élites, ni les lobbies, qui fonctionnent en réseau au profit de leurs seuls intérêts particuliers conjugués. Alors, je rappelle à cet égard qu'Aristote définissait l'éthique comme une région du politique. Or, quel type de rapport les hommes entretiennent-ils entre eux dans le monde néolibéral? Ils entretiennent des rapports subordonnés à un discours qui lamine le sujet de la parole en le figeant dans des énoncés qui n'envisagent plus le monde qu'en termes de profit. Tout, absolument tout, doit pouvoir se mesurer, se comptabiliser, se comparer, s'évaluer. Ce qui fait que dans un tel dispositif, quantitatif, numérique, et non plus qualitatif, le sujet n'est plus qu'une unité de valeur. On ne considère plus le sujet qu'en raison de sa valeur, non pas d'usage, mais de sa valeur marchande. L'être humain n'est plus rien s'il ne peut pas faire valoir un chiffre qui le classe dans une compétition quelconque, pour l'emporter sur d'autres. Eh bien, cette logique du chiffre et du profit immédiat implique l'indifférence aux conséquences humaines de son activité, aux conséquences de l'idéologie néolibérale qui se traduit au fil de l'eau par des suicides professionnels. Alors on dira ils avaient des problèmes personnels, des déroutes financières, des désastres écologiques d'origine humaine, des fléaux sanitaires, mais aussi par la pression, le stress, le sentiment d'être jetable et le mépris des savoir-faire. Les citoyens modernes sont ainsi devenus, à leur insu, les rouages d'une dictature qui n'exige même plus la présence physique d'un dictateur, puisque cette nouvelle forme de dictature relève d'un pur discours dans nos démocraties à bout de souffle. Cette économie qui revendique le titre de science, et même la plus exacte des sciences sociales, n'est en réalité qu'une pseudo-science qui, à la différence des sciences exactes, ne s'est jamais préoccupée de faire son épistémologie. Alors, on peut toujours dire que l'analyse algébrique de Cournot ou que les équations différentielles de Walras sont quelques emprunts faits par la science économique ou mathématique. Mais l'impuissance même des économistes à maîtriser la justesse de leur propre discipline, écartelée entre différentes écoles et chapelles, confère à cette dernière une efficacité toute relative. D'ailleurs, comment l'économie néolibérale pourrait-elle dire la vérité des rapports sociaux alors qu'elle sert l'ordre même auquel elle se trouve assujettie? Les théories néolibérales, scellées de cette plaisanterie qu'est le mythe de la main invisible, soi-disant régulatrice du marché, ont échoué en générant la misère sociale dans tous les pays où elles ont été imposées, à commencer par le premier laboratoire du néolibéralisme qui était le Chili, sous l'égide
de Milton Friedman sous le régime du général Pinochet. Et si l'économie qu'on qualifie un peu hâtivement de science était véritablement une science, alors elle permettrait d'agir et de prévenir sans que ces lois ne soient sans cesse infirmées. Cette économie, dans sa prétention à créer un bonheur d'abondance, menace désormais tous les équilibres financiers, écologiques, sociaux, humains, en raison de l'impératif qui la taraude, à savoir la réalisation de profits immédiats. Pour n'avoir su s'en tenir à son domaine d'élection originel, qui est la satisfaction des besoins de base de tous les individus au sein d'une société, au sein de la communauté humaine, et non seulement pour une oligarchie privilégiée. Mais on a probablement accordé un crédit excessif au progrès de l'esprit humain, du moins dans les champs relationnels et social. Le discours de la science, la technologie et ses prolongements managériels et marchands voue de plus en plus le sujet de la parole à n'exister que dans la réduction d'actes conformes au degré de technicité souhaité par les élites et financièrement rentables. Car le néolibéralisme, qui fait son lit du discours scientifique, technique et marchand, désigne un mouvement qui, pour satisfaire son appétit financier, a libéré toutes les activités humaines de toute bride, à la fois étatique et éthique. Alors que la première loi sociale garantit en principe à tous les membres de la société le droit d'exister, ce qui est loin d'être le cas dans le réel des sociétés contemporaines. Plus un seul sans-abri à la rue dans 2 ans, avais-je entendu dire en 2004 lors d'une campagne électorale. Alors, ce que produit le discours néolibéral, mu par son appétit de gain démesuré et insatiable, consiste pour l'essentiel à nous donner l'illusion de richesses produites en occultant les mécanismes massifs de l'endettement généralisé. Les États-Unis, par exemple, qui auront été pendant longtemps la première puissance mondiale, ne savent plus, aujourd'hui, produire $1 de bénéfices sans générer $6 de dette. Or, concernant la dette, on peut dire qu'il s'agit là d'un compromis avec le réel qui donne l'illusion d'une richesse qui n'existe au fond que grâce à l'artefact que constitue cette dette. Ce qui nous ramène au fond à une définition possible du symptôme, qui est ce dont chacun jouit dans l'inconscient qu'il détermine. Et quand on en jouit, eh bien, ça s'appelle aussi un bénéfice secondaire, où gît une part au moins de la vérité du sujet. C'est ainsi qu'on s'aperçoit que dans le champ social, le symptôme a une valeur de jouissance au regard de ce qui nous jouit, de ce qui nous parle et jouit de nous pendant que nous souffrons. Ce n'est probablement pas par hasard si de plus en plus de patients viennent nous entretenir en analyse
des difficultés qu'ils rencontrent à l'occasion de leur activité travaillée. Alors, la question qui se pose est de savoir quelle est la structure d'un discours qui produit de tels symptômes. Pour aborder cette question, je dirais d'abord que le discours de la science se substitue d'emblée à l'argumentation éthique lorsqu'il ne l'ignore pas. C'est toute la discussion que j'ai eue avec un spécialiste de l'histoire des sciences, Baudouin-Jourdan, que je rapporte dans mon dernier livre, et qui dit « Les scientifiques, la science, ils la font, c'est tout ». Ajoutant même, la science, il faut qu'elle ne soit pas consciente de cette visée éthique. Alors que l'éthique ressort précisément de l'appréciation subjective et ne provient pas comme la morale d'une instance prescriptive extérieure au sujet. D'autre part, la science, le discours de la science, qui n'est qu'une pure fonction, ne peut rien, ni contre l'excès, ni contre la démesure des humains. Pas plus que la démocratie d'ailleurs, qui s'est elle aussi inféodée au formalisme scientifique, technique et marchand. Alors la souffrance de l'homme, qui progressivement en résulte et fait tache d'huile, participe aussi à ce qui nous constitue comme sujet, ce qui nous renvoie à cette question politique majeure qui est, à présent, que pouvons-nous espérer encore ? Or, cette question est progressivement escamotée au profit d'approches qui, de réduction en réduction, font glisser le débat de la philosophie politique à l'économie, puis de l'économie à la gestion, et enfin de la gestion à la comptabilité. Eh bien, cette succession de réductions s'effectue sous prétexte d'une approche ayant une prétention pratique qui empêche d'appréhender le discours scientifique, technique et marchand dans sa dimension jusqu'ici encore voilée pour bon nombre d'élites, et y compris du côté du peuple, puisqu'il présente, ce discours, une dimension totalitaire. Si bien que la misère aujourd'hui ne découle pas de quelques lois naturelles, entre guillemets, mais bien de nos institutions, de plus en plus incapables de faire face au réel. L'économistification, selon le bon mot de Jean-Pierre Dupuy, l'économistification a gangrené de nombreux domaines de l'existence, alors que nous devrons inéluctablement apprendre à faire sans croissance. Et j'ai trouvé ça dans Libération l'autre jour. On commence quand même à se poser des questions. Comment faire sans croissance? C'était il y a 15 jours à peu près. Eh bien, cette idée suppose que, depuis longtemps déjà, et sans que personne n'y prenne garde, nous ayons à décider ou à élaborer un changement de paradigme radical. Si bien que l'illusion n'est plus du côté de ceux qui proposent un changement, allant dans le sens d'une économie distributive, moyennant la redécouverte d'une monnaie non fructifiable, qui représenterait réellement les richesses produites
et qui aurait cet avantage inouï de mettre fin à la spéculation. Car tant que la spéculation rapportera plus que le travail, que l'activité productive, il y aura péril en la demeure, car un système qui enrichit une minorité, souvent sur un mode obscène, sans tenir compte des besoins de tous, entraîne une défiance croissante à l'égard du discours dominant, scientifique, technique et marchand. L'illusion est donc passée du côté de ceux qui toujours fuient en avant pour n'avoir jamais ce changement à l'envisager. Quant à la maîtrise, qui autrefois était personnelle, son statut est devenu langagier ou formel, ne tenant plus qu'à quelques signifiants de base qui composent ce que j'appelle le bréviaire néolibéral, à savoir la croissance, le profit, le rendement, la compétitivité, etc., etc., autant de termes qui font chapelet. Le réel est donc devenu l'effet d'un discours, et même s'il n'y parvient jamais tout à fait, l'implicite scientifique, technique et marchand tente à envahir l'inconscient du sujet. Alors l'émancipation de la dimension religieuse ou mythique d'un discours qui fait du sujet du désir l'objet d'un désir marchand supposerait bien sûr de ne plus y croire, ou d'abandonner l'idée que le discours de la science pourrait trouver un jour la bonne formule qui ne nous décevrait pas. Ce qui est assez peu réaliste, tant le seul fait de vivre rend la capacité d'abandonner toute croyance illusoire. Car au fond, l'on croit toujours à quelque chose. Nous ne pourrions pas vivre autrement, mais comme il importe de rendre aux mots leur prise et leur tranchant, il convient, je crois, d'insister sur la manière dont des bribes de discours, voire des signifiants isolés, ceux qui constituent ce chapelet néolibéral, peuvent agir comme de minuscules doses d'arsenic. D'abord, on les absorbe et il ne se passe rien. On peut même en profiter et en jouir un certain temps. Je pense aux 30 Glorieuses. Ce n'est qu'après que les effets toxiques se font sentir. Alors, la croyance en la science, en la technique et dans le marché mondialisé voile un phénomène ancré qui n'apparaît pas d'emblée à la conscience, à savoir la forme implicite, voire inconsciente, qui préside à ce discours. Car l'inconscient, c'est au fond la façon qu'a le sujet d'être marqué par le langage. Or, dans le discours du capitaliste, le sujet ne peut plus s'adresser directement à quelque grand autre, garant de l'authentification symbolique. Grand autre désormais totalement destitué au profit de quelques signifiants maîtres, tels que le mot croissance et les quelques autres que j'ai évoqués à l'instant, puisque les discours dominants s'en soutiennent et que ce sont ces mots-là, avec ou sans jeu de mots d'ailleurs, qui empêchent la parole de circuler. Alors bien sûr, n'étant plus assujetti à rien d'autre qu'à quelques mots d'ordre, l'individu, je l'écris en 2 mots,
l'individu, trait d'union, dû, accent circonflexe, l'individu dû à cet ordre qu'il institue, peut désormais jouir sans entrave et en cycle fermé par et dans un discours qui l'aliène, ce qui rend la production d'un reste critique éminemment problématique. Il y a donc peu de subjectivité à attendre de la structure du discours capitaliste. Ce qui implique, évidemment, et nous le voyons déferler sur nos écrans chaque jour, ce qui implique une rature considérable au niveau du lien social. Alors, séparé du discours du grand autre, comme lieu où la parole se constitue, comme lieu où la parole vient normalement prendre place, l'homme qui parle, le par-l'être, disait Lacan, se conforme de plus en plus et majoritairement à quelques mots qui se sont infiltrés en douce dans son inconscient. Et pour illustrer de quelle manière la maîtrise dépend de quelques mots invasifs, je vais prendre l'exemple suivant. On parle actuellement d'agriculture conventionnelle pour désigner l'épandage des pesticides. Alors qu'avant 1945, aucun agriculteur ne traitait son blé. Il n'a pas fallu plus de 60 ans pour que l'agriculture soit devenue une véritable agriculture d'attaque contre la terre. Depuis que la Shell Petroleum, après la guerre, eut l'idée de recycler les reliquats de ses usines d'explosifs en nitrates agricoles pour assurer la prospérité de l'industrie pétrochimique. Ce qui indique bien que l'agriculture soi-disant conventionnelle n'est pas l'agriculture pétrochimique, mais bien l'agriculture biologique dont on a presque oublié l'existence, comme elle l'a toujours été auparavant. Alors, à la faveur de cet exemple, mais on pourrait en citer d'autres, on voit bien comment, à la faveur d'un mensonge ou d'un arrangement avec le réel, le symptôme peut prendre le sens d'une satisfaction, voire même d'une jouissance. Si ce n'est que lorsque le mythe se prend pour la vérité, la pensée elle-même devient délire. Force est aussi de constater que, au lieu de créer une communauté humaine solidaire, l'impensé des Lumières a finalement produit une société servile qui repose pour l'essentiel sur le mythe de la croissance, mais aussi sur l'art du mensonge et du faux-semblant, sur une tyrannie de la norme et de la forme. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que le mathématicien engagé par une banque d'affaires, je vais dire Goldman Sachs tout à fait au hasard, travaille à partir de formules dérivant d'un mode de pensée qui en autorise l'advenu. De même que nous-mêmes, en parlant, nous utilisons 21 consonnes et 6 voyelles. Eh bien, ces contraintes implicites, quoi qu'inapparentes d'emblée, sont autant de servitudes formelles qui s'imposent désormais à nous, et le plus souvent à notre insu. Et à ce titre, je crois pouvoir dire, avancer, que la grammaire néolibérale est une servitude formelle, qui suppose l'enclenchement
de relations selon les modalités spécifiques de leur assemblage. En tout cas, c'est de cette manière-là que l'homme s'est enchaîné selon une logique aveugle qui n'a que faire de ses espoirs. Mais l'homme continue néanmoins à croire en la validité sans faille du discours de la science, feignant d'ignorer que la science n'est qu'une pure fonction, qui ne peut rien, ni contre les excès, ni contre la démesure des humains. Et ce faisant, l'homme s'abuse et met sa propre survie en jeu, dans l'illusion d'être supérieur à la logique qui préside à ce jeu formel qu'il a laissé s'installer et dont il souffre aujourd'hui et dont il ne fait plus de doute à présent que ce jeu, considérablement, le dépasse, pour ne pas dire totalement. L'opium du peuple dans le monde actuel, écrivait Bataille, n'est pas tant la religion que l'ennemi accepté. L'ennemi accepté. Bien, depuis que la maîtrise est devenue une dépendance de la langue, et on a vu ça durant le Troisième Reich. Quelqu'un comme Victor Klemperer l'a fort bien décrit dans la langue du Troisième Reich, la LTI, Lingua Tertii Imperii. Bien, depuis que la maîtrise est devenue une dépendance de la langue, c'est militairement que le management des humains occupe le champ de la parole. Car les camps nazis, où l'on concentrait opposants et minorités indésirables, ce qui nous rappelle quelque chose au regard de quelques débats actuels, les hôpitaux psychiatriques visant à la rééducation politique conforme au discours dominant dans l'ancienne URSS, la mainmise sur les médias par les marchands d'armes dans des démocraties modernes, soi-disant évoluées, avec ces entreprises où les personnels se suicident, sont autant de modalités de l'art d'exclure les humains de leur dignité de vivre, de penser et peut-être même de rêver. Il semblerait que nous n'ayons pas encore bien compris que le discours scientifique, technique et marchand, que l'on encense, change le monde de manière subreptice, est toujours plus irréversible, alors que le peuple ne le veut pas forcément, quand tous nos actes, néanmoins, y conduisent, sans que rien, semble-t-il, ne puisse l'empêcher. Le paradoxe du discours de la science est donc le suivant. Nous ne sommes jamais autant programmés que lorsque nous croyons agir en toute lucidité. Complices conformes, nous suivons l'ordre de désirer ou de souhaiter ce qui nous est ordonné, écrivait Günther Anders, le premier mari d'Hannah Arendt, dans son deuxième volume de l'obsolescence de l'homme. Complices conformes, nous suivons l'ordre de désirer, de souhaiter ce qui nous est ordonné. Au lieu de nous laisser enseigner par le réel, l'idéologie de la norme formelle exige notre soumission inconditionnelle à cette forme, mais l'humain est, semble-t-il, incapable de procéder au tri en amont entre les applications vertueuses de la science
et ses applications délétères. La science, bien sûr, comme le disait Pierre Legendre, avec raison, la science n'est pas prescriptive, mais certains ont su s'en emparer. Alors en résumé, on pourrait donc avancer que la généalogie du progrès que je m'efforce devant vous de mettre en lumière part de l'idée que le néolibéralisme plonge ses racines dans ce que j'appelle une constante anthropologique qui est apparue avec Pythagore, selon qui les choses sont arrangées selon les nombres, avant même que Descartes ne dévoile la rationalité scientifique du sujet de la connaissance. C'est ce phénomène qui exige notre soumission à un mode d'élaboration auquel la science ne saurait se soustraire, que j'appelle servitude formelle. C'est donc sur un mode que l'on pourrait qualifier d'autistique, vous savez, un peu à la manière des œuvres d'Escher, qu'assujetti à aucun autre dessein que ce qui la cause, la servitude formelle exige notre soumission à la forme qui l'institue. Toute libération possible supposerait, à minima, de restaurer les fondements mêmes de la rationalité formelle qui attache notre servitude à un humanisme de plus en plus délétère, auquel Claude Lévi-Strauss reprochait de s'intéresser davantage à la pensée qu'au vivant, à juste titre de mon point de vue, et qui rend cette libération, sinon impossible, du moins extrêmement problématique, extrêmement improbable. La nouvelle conscience que nous appelons de nos vœux supposerait donc un changement de discours radical, un changement de discours radical, auquel les gouvernements et les lobbies ne sont pas prêts, et d'ailleurs même s'ils l'étaient, les générations à venir traîneront quand même le désastre écologique et nucléaire que leurs prédécesseurs, dans leur démesure, leur auront infligé, pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Eh bien, l'impossibilité de se dégager de cette forme, qui ne nous permet plus de respecter le vivant, est, à mon humble avis, devenue la nouvelle banalité du mal. En attendant, on s'épuise sur des leurres en cédant sur des questions fondamentales. Comme par exemple, qu'est-ce que le domaine public? Qu'est-ce que l'intérêt général? À quoi tenons-nous vraiment? Et c'est peut-être là le point vif de l'interrogation qu'a porté Walter Benjamin, pour qui le mot Rettung, qui signifie sauvetage, est le dernier mot de sa philosophie de l'histoire. Et si l'on constate que le malheur s'inscrit souvent dans l'aliénation, à une forme que j'essaie de décrire devant vous, le bonheur tout relatif ne pourrait être, dans le meilleur des cas, qu'un bonheur d'expression. La psychanalyse étant au fond une éthique du bien-dire, à laquelle je vous remercie d'avoir été attentif ce soir. Merci de votre attention.